Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une meuf qui a déjà tourné cette vidéo, et en fait le micro était mal branché. Du coup, c'est l'histoire d'une meuf qui doit tout recommencer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo du bilan du mois d'octobre des films que j'ai vus au cinéma et que j'ai pu rattraper. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les films en barre d'infos pour passer directement aux films qui vous intéressent. Je vous rappelle également que si jamais vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram car je fais des mini-critiques en sortant de séances de cinéma. Je m'excuse d'avance si jamais j'ai une petite voix et si jamais j'ai les yeux qui pleurent un peu à cause du tournage d'hier, je suis un petit peu fatiguée, mais vu que je dois tout recommencer, bah voilà, ça fait cumul de fatigue quoi. On commence sans plus tarder avec mes coups de cœur. Mon premier coup de cœur, il s'agit bien évidemment de Shaun le Mouton 2. Ou Shaun le Mouton ou la ferme contre-attaque dans son titre français, mais c'est quand même beaucoup plus chiant et beaucoup plus long à dire. Réalisé par Will Baker et Richard Phelan. Un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature prénommée Lula. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau qui va l'aider à retrouver sa famille. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant tout le film, j'étais persuadée que l'extraterrestre s'appelait en fait Lola. Et du coup, je me suis dit un extraterrestre plein de couleurs, hyper bizarre, qui fait des rots pas possibles et qui est hyper chelou. Je me suis dit, c'est tellement moi, c'est tellement parfait. Si vous vous rappelez, lors de la sortie du premier Shaun le Mouton, j'avais déjà adoré, je l'avais mis dans mes coups de cœur de l'année lorsqu'il était sorti. Shaun le Mouton 2, je dirais même qu'il m'a encore plus plu, parce que tout ce qui est univers SF et référence à ces univers-là, c'est vraiment des choses qui me parlent plus, donc c'est subjectif, les deux sont vraiment très bien. C'est incroyable comme ce film, sans dialogue, arrive à être plus profond en termes de sens et en termes de portée de message que les trois quarts des productions actuelles. Je me suis sentie plus stimulée intellectuellement devant Shaun le Mouton 2, qui est un film destiné aux enfants, que devant des films qui essaient de se la péter hyper intellectuel avec soi-disant un grand propos et un grand fond, alors qu'en fait ils font des bides totales. Ce que j'apprécie énormément avec les films du studio Hartman, c'est que ce sont vraiment des films destinés aux gamins mais qui ne les prennent pas pour des cons. Pour les enfants, ils font passer des messages qui sont, bon, un petit peu premier degré et évidents sur le pouvoir de l'amitié, dans le pouvoir de l'amitié, sur l'acceptation de la différence, sur le fait de se créer un groupe d'amis, le fait de ne pas rester seul dans la vie. Ça, c'est les choses un petit peu évidentes, mais ce que j'aime énormément avec ce studio, c'est que c'est un studio qui est hyper anti-système. Parce qu'au-delà de ça, on retrouve plein de messages qui sont aussi antispécistes, on retrouve plein de messages sur la corruption liée à l'argent. D'ailleurs, on peut aussi se poser la question de pourquoi leurs êtres humains sont chara-designés de manière à être toujours aussi moches. C'est vrai que les êtres humains dans les studios Hartman sont toujours très laids par rapport aux animaux qui eux sont toujours hyper mignons. Au-delà du fait que ce soit leur propre style particulier en termes de design des humains, je pense qu'il y a vraiment une volonté antispéciste. Chicken Run par exemple, qui est une de leurs autres productions, enfin je veux dire on peut pas s'y tromper quoi en termes de messages antispécistes. Il y a aussi plein de choses sur les individus qui se réunissent en groupe pour réussir à défendre un enjeu et qui justement réussissent à gagner leur combat en restant soudés et unis malgré leurs différences. Gilet jaune. C'est des films qui poussent à réfléchir que l'on soit enfant ou que l'on soit adulte, parce que en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on va chercher dans ce film? Ça va être toutes les références qui vont être disséminées dans le film à d'autres créations de science-fiction. J'avais l'impression que les réalisateurs ont disséminé plein d'indices partout, comme si on était dans un grand jeu de pistes qu'on devait décoder, et qu'en fait ils se sont fait plaisir à nous faire plaisir en mettant énormément de références que l'on doit retrouver. Pour vous en citer seulement deux qui arrivent dès les premières minutes, mais il y en a vraiment des tonnes, et franchement j'ai absolument pas tout vu, donc il faudrait que j'aille le revoir pour toutes les décoder. Dans un plan de la ville, au début, on voit en arrière-plan un réparateur de moto qui s'appelle H.G. Wills. Je trouve ça absolument trop drôle déjà comme jeu de mots, et puis bah c'est caché, vous voyez, c'est pas évident, ils ont pas fait un gros plan dessus en mode ah ah vous avez capté la référence. Et une deuxième chose, c'est un livreur de pizza qui a une boîte de pizza et en fait il y a une tache de gras qui forme un cercle dessus et le cercle rappelle le cercle de communication des aliens dans Premier Contact. Et là j'ai vraiment fait qu'effleurer la surface de tout ce qu'il y a à voir, donc franchement en tant qu'adulte et en tant que cinéphile vous allez passer un super moment à pouvoir décrypter tout ça. Ce qui fait aussi que vous allez passer forcément un super moment, c'est que c'est un film très drôle. Ça fait longtemps que je me suis pas autant marrée au cinéma. Pour l'humour c'est pareil, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Et il va y avoir des choses plus burlesques avec des humours liés à des chutes, des cascades, des grimaces. Il va y avoir des choses dirigées là plutôt vers les très jeunes enfants, donc à base de proutes, de pouettes, de gros plans exagérés, de personnages qui sautent dans tous les sens. Mais il y en a pas non plus énormément, on n'est pas dans un abus de cet effet là, c'est vraiment disséminé à certains moments et d'ailleurs les jeunes enfants qui étaient avec moi dans la salle au moment où on l'a vu rigolaient énormément à ces
passages-là, donc c'était vraiment utilisé pour redynamiser leur attention, je pense, et ça fonctionnait très bien parce que ça ne créait pas pour autant de la lassitude pour les adultes. Il y a de l'humour totalement absurde aussi, donc de l'humour à l'anglaise, hein, évidemment. Pour vous donner un exemple, il y a l'équivalent de la CIA qui est envoyé sur la ferme de Shaun pour essayer de trouver l'alien, et en fait, il y a tout un quiproquo autour du fait qu'il pense que l'alien est le chien du paysan. Il y a aussi du comique de répétition, donc avec des petits motifs qui sont utilisés durant le film et qui viennent se répéter à plein de moments. Évidemment, est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est un film qui est très beau? J'ai pas forcément besoin de le faire, mais je vais le faire quand même. Les studios Hartman continuent à fonctionner avec un système en stop motion, donc ils font des petits personnages en pâte à modeler qu'ensuite ils animent en stop motion. C'est un boulot de dingue, d'une minutie, d'une précision exemplaire, et je sais pas comment dire, ce film respire l'envie de bien faire, la générosité, ça fourmille de petits détails, ça fourmille de petites attentions. Les habits des personnages sont hyper précisément faits, les expressions, enfin tout est magnifique quoi. Shaun le Mouton 2, comme on pouvait s'y attendre, c'est une immense réussite. C'est un film qui est beau, qui est intelligent, qui s'adresse vraiment à tous les âges. Si je devais définir la notion d'un film universel qui peut s'adresser à absolument tout le monde, je dirais que c'est ce film-là. Pour autant, ça reste un film qui est profond, avec une énorme générosité, énormément d'humour. Si vous avez envie de voir un truc feel good devant lequel vous allez vous éclater avec des références à gogo sur la science-fiction, ou tout simplement que vous avez envie de passer une agréable séance en famille, foncez voir Shaun le Mouton 2, c'est un petit bijou. Mon deuxième coup de cœur de ce mois d'octobre a été pour le film Adults in the Room. Et je vous prie d'excuser ma prononciation en anglais toujours aussi dégueulasse. Film réalisé par Costa Gavras, avec dans les rôles principaux Christos Loulis, Alexandros Bourdomis et Ulrich Toulour. En Grèce, après 7 années de crise, la gauche est élue pour relayer les espoirs du peuple. Yanis, ministre des Finances, va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes des banques européennes qui souhaitent leur imposer une austérité encore plus drastique. Avant toute chose, il faut savoir que ce film est tiré d'une histoire vraie, ce qui rend certaines situations absolument incroyables. On a l'impression qu'on regarde quelque chose de fiction, bah en fait non, c'est vrai. Car Costa Gavras, pour écrire son film, s'est basé sur le livre écrit par le ministre des Finances grec, ainsi que sur des enregistrements qui ont été pris au sein de l'Eurogroupe. Donc ça veut dire que les dialogues, tout surréalistes qu'ils soient, sont pour la plupart vraiment 100% authentiques. Parler des films de Costa Gavras sans avoir de notion de politique, c'est très difficile. Pour autant, ce qui m'impressionne toujours dans ces films, c'est qu'il arrive à utiliser des sujets qui soient assez compliqués. Ici, on parle quand même de crise économique, de chiffres, de notions qui sont compliquées, liées à l'Europe, il y a des trucs juridiques, et il arrive à vulgariser ces notions-là sans pour autant tomber dans un aspect trop didactique ou trop documentaire. Je sais pas si vous vous rappelez, quand le film Spotlight était sorti, je lui avais reproché d'être trop didactique et pas assez cinématographique. Costa Gavras, lui, il arrive vraiment à doser et à trouver le juste équilibre entre le cinéma, entre l'aspect didactique et ludique qu'il doit forcément avoir avec des sujets aussi compliqués, tout en proposant des films qui soient quand même profonds sur les sujets qu'il aborde et qui fait que des personnes qui s'y connaissent un minimum ne vont pas s'ennuyer en les regardant. Par moments, le film n'est pas sans rappeler The Big Short, notamment avec l'utilisation de l'ironie, du décalage, pour venir ne pas alourdir des propos qui sont déjà assez compliqués à comprendre. La première chose qu'il utilise pour venir apporter cette touche d'humour et d'ironie qui est nécessaire pour ne pas trop alourdir le propos, c'est la musique. Il s'est quand même entouré de Alexandre Desplat, oui, le mec qui a été oscarisé l'année dernière pour La Forme de l'eau, rien que ça. Et il lui a demandé de travailler avec lui parce que Alexandre Desplat est à moitié grec du côté de sa mère, et il savait que ça allait être un compositeur qui allait utiliser de manière judicieuse les instruments grecs. Des propos même de Costa Gavras, les instruments grecs semblent un petit peu difficiles à utiliser parce qu'ils se marient mal avec une composition orchestrale classique. Alexandre Desplat a vraiment réussi à composer une bande-son qui va parfaitement bien avec l'ambiance du film, qui apporte de l'humour et de l'ironie tout en étant très belle et en utilisant très judicieusement les instruments grecs. Donc je trouve que déjà rien que ça, c'est un très bel exploit. Costa Gavras, dans ses films, il a toujours tendance à utiliser la musique de manière illustrative. C'est vraiment une part prégnante du film. Et lorsque j'ai pu le voir en conférence de presse à la suite de l'avant-première du film, en fait, il nous a dit qu'il considérait la musique comme un personnage. Toujours pour venir décaler le propos, Costa Gavras insère par moments quelques petites scènes qui sont surréalistes et qui viennent vraiment faire une pause cinématographique au milieu d'un ensemble qui est assez lourd, assez tendu. On est quand même dans le domaine du thriller politique. Par exemple, on a une scène où Yanis, le ministre, est face à l'Eurogroupe, qui parle de chiffres, d'économie, de notions, de taxes, de machin, etc. Et en fait, plus il parle, plus il y a une farandole de chiffres qui se met à sortir de leurs ordinateurs, de leurs documents, et qui se met à tourner autour des personnages en faisant un décalage complet de toutes ces personnes qui parlent de notions où personne ne semble rien y comprendre
comprendre, et tous ces chiffres qui tournent autour, créant une ambiance totalement déconnectée du réel. Il y a une autre scène qui est assez surréaliste qui intervient à un moment, donc Yanis vient encore une fois de vivre une confrontation très compliquée avec le regroupe, les FMI, les banques, et lorsqu'il sort de la salle, tous les ministres ou les acteurs, on va dire, de ces grands groupes, de ces institutions, sortent de la salle et entament une scène de danse, qui rappelle un petit peu, je trouve, les danses flamenco dans un côté très affrontement. J'ai trouvé ça très intéressant de venir ramener quelque chose de l'ordre du théâtral, de l'ordre de la mise en scène, de l'ordre du corporel aussi, dans quelque chose qui jusque-là était très intellectuel, très bavard, très dans le dialogue. C'est encore une fois une scène qui vient décaler totalement l'ambiance et qui prouve que Costa Gavras sait maîtriser ses effets et il sait à quel point doser son film pour justement éviter de tomber dans un côté trop bavard, trop didactique et qui aurait fait un film totalement indigeste. Enfin, il faut vraiment que je parle de l'interprétation de Christos Loulis en Yanis, du coup le ministre grec, qui est absolument parfait dans le rôle. Je pense qu'il est taillé pour ça. Parce qu'en fait, il incarne vraiment un personnage tragique. C'est David contre Goliath, c'est le mec qui est seul face au poids de toutes les institutions, une espèce de poids divin. C'est un mec qui est seul face à l'engrenage du système. D'ailleurs, Costa Gavras le définit comme étant un résistant. Pour incarner un personnage comme ça, il faut de la prestance, du charisme, il faut du flegme, il faut du détachement, il faut de l'ironie. Christos Loulis est absolument parfait pour tout ça. Il a le charisme, il a la prestance, il a la dignité nécessaire à porter tout le film sur ses épaules. Je le trouve assez impressionnant en fait dans sa performance d'acteur. Costa Gavras, il aime beaucoup de toute manière jouer avec des destins individuels qui essaient de se confronter aux engrenages du système et à montrer à chaque fois justement comme la marche de l'histoire et la marche du temps et la marche des gros groupes est plus forte que les destins individuels, même quand ils y mettent tout leur cœur et tout leur âme. Donc le film Adults in the Room, que vous soyez intéressé par l'aspect politique du film ou par son aspect cinématographique, ou que vous soyez comme moi intéressé par ce qui se passe à la frontière des deux, je pense qu'il pourra vous plaire et vous intéresser dans tous les cas, parce que c'est un film qui est intéressant, profond, qui met en lumière des choses qu'on ne savait pas à propos de la politique et de la crise grecque, tout en n'oubliant pas d'être soigné, d'être maîtrisé et d'être vraiment très très bon d'un point de vue cinématographique. Les films de Costa Gavras, c'est des films qui arrivent toujours à être ludiques, utiles. Je pense que c'est des films qui sont vraiment très importants parce que ce sont des films qui assument leur aspect politique. Ce sont des films qui cherchent à avoir un impact, qui cherchent à faire prendre conscience aux gens de certaines choses. À plus de 80 ans passés, ce réalisateur arrive à toujours garder une pertinence, un propos, un regard hyper aiguisé sur la société. Moi je trouve ça absolument admirable et j'espère qu'il va avoir encore une très longue carrière parce que c'est des films qui font du bien à voir. On passe ensuite aux autres films que j'ai vus au cinéma durant ce mois d'octobre. Un tout petit mot sur Joker, je ne vais pas en parler beaucoup dans cette vidéo, non pas parce que je n'ai pas aimé le film, mais tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo solo dessus. Donc ça sert à rien que je blablate 300 ans pour expliquer des choses que j'ai déjà mieux dites en vidéo. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans ma vidéo qui ont dit que je défonçais Joker juste parce que j'ai dit que ce n'était pas un chef-d'œuvre, ce qui est très très paradoxal parce que c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, je trouve que c'est un bon film, mais juste parce que j'ai la prétention de dire que je ne trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre non plus, les gens pensent que j'ai détesté le film et que je le défonce, alors que pas du tout. Dans ma vidéo, j'arrête pas de lui trouver des points positifs, j'arrête pas d'exprimer des choses avec lesquelles je suis en accord, les choses avec lesquelles je suis en désaccord. C'est juste que voilà, je suis dans une zone grise, je trouve que c'est un film qui n'est pas parfait, c'est important de pointer ses défauts, mais le gros problème, comme à chaque fois, quand ce sont des films qui ont eu un énorme succès comme celui-ci, j'ai l'impression qu'on ne peut absolument rien dire qui va à l'encontre de ce film. Quand je fais une vidéo de 20 minutes pour expliquer un avis précisément, que je me fais chier à aller chercher des arguments de fond, des articles pour étayer mon propos, et qu'après on me sort juste que j'ai absolument défoncé le film alors que ce n'est pas vrai, je trouve que c'est vraiment de la mauvaise foi. Donc pour faire un avis très rapide, mais encore une fois je vous invite à voir ma vidéo parce que ce sera plus étayé, je trouve que c'est un bon film. Maintenant je trouve que c'est dommage de le qualifier de chef-d'œuvre parce que pour moi, je pense qu'à l'heure actuelle on est en droit d'exiger mieux et de mériter mieux, surtout de la part d'adaptations de comics qui sont des films qui, voilà, qui ont déjà prouvé qu'il y avait énormément de choses à faire et à dire avec. Je pense qu'en fait on est tellement habitué à avoir une médiocrité ambiante avec certaines grosses productions, notamment les Marvel pour ne pas les citer, où les messages sont extrêmement plaqués, très premier degré, que dès l'instant où il y a un minimum de profondeur et un minimum de réflexion, on a l'impression que c'est un grand film. Or, ce que propose le Joker, ça devrait être la moyenne de ce que propose le cinéma. Si jamais vous allez chercher du côté du cinéma d'auteur, qui est le cinéma qu'on va dire que je consomme le plus, des cinémas un petit peu plus indépendants, le Joker il est absolument pas plus profond,
long, plus beau, plus intéressant que d'autres films qui sortent dans les moyennes de ces eaux-là. En plus de ça, il y a énormément de choses sur son discours politique qui m'ont un peu gonflé sur le Joker, c'est-à-dire qu'il n'assume pas vraiment d'être politique, il n'assume pas vraiment son discours, il y a énormément d'ambiguïté dans sa représentation. La performance de Joaquin Phoenix est absolument géniale, donc voilà, là-dessus il y a absolument rien à dire, la photographie est plutôt belle, en termes de mise en scène ça se tient bien, c'est un film devant lequel j'ai passé un bon moment, mais encore une fois, voilà, je ne trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre. C'est très bien que les gros studios et les grosses productions essayent de s'emparer d'un aspect autoriste pour justement apporter un peu plus de fond et de propos à leurs grosses productions, là-dessus je suis complètement d'accord. D'autant plus sur les adaptations de comics qui méritent qu'on s'y attarde et qui est d'avoir un peu plus de fond et de propos que ce qu'on nous sert actuellement. Mais je vous assure que vraiment on mérite mieux que ça en termes de valeur étalon d'un chef-d'œuvre. Un petit film que j'ai vu, bon soi-disant au cinéma, mais en fait c'est un film Netflix qui est sorti du coup cette année en 2019, il s'agit de I Am Mother, de Grant Sputtony, avec Clara Ruggart, Hilary Swank et Rose Byrne. Afin d'éviter l'extinction des êtres humains, un robot, la mère, est désigné afin de les éduquer et de préserver les fœtus de l'humanité restante. C'est dans un bunker entouré sous terre, avec une atmosphère qui n'est plus viable pour les êtres humains, que la mère va élever une petite fille. Mais un jour, une femme va rentrer dans le bunker et va mettre en péril ce fragile équilibre. Je pense que ce film, ça va vraiment marcher au coup de cœur. Si jamais le pitch vous intéresse, si jamais vous aimez les ambiances de SF, d'anticipation, allez-y parce que je pense que vous allez passer un bon moment. C'est un film qui n'a pas énormément de prétention et qui réussit plutôt bien ce qu'il fait. Par contre, si jamais vous cherchez un grand film de SF, quelque chose qui a vraiment une très grande réflexion en profondeur, quelque chose qui va vraiment venir redynamiser le genre, que vous n'êtes pas trop amateur de SF mais que vous cherchez un bon film dans ce genre-là, passez votre chemin parce que le plus gros défaut de I Am Mother, c'est son classicisme. Ça pose des questions autour de ce qu'est réellement être humain, est-ce qu'une apparence définit le fait d'être un être humain, est-ce que l'humanité mérite de vivre ou de mourir, est-ce que des robots programmés pour prendre soin de la Terre finalement ne seraient pas mieux pour prendre soin de la Terre que des êtres humains, le libre arbitre, etc. Bref, c'est que des questions qu'on a déjà vues ailleurs, qu'on a déjà vues de manière plus profonde ailleurs. Après, c'est quand même vraiment bien que ce film contienne énormément de questionnements, mais le problème c'est que ça reste tout un petit peu au premier degré. Il faut aller ensuite soi-même creuser pour aller chercher les références premières sur lesquelles s'est basé le film pour pouvoir avoir des choses qui sont un petit peu plus profondes à se mettre sous la dent. En dehors de ça, c'est un film qui est plutôt bien tenu. Déjà, c'est relativement soigné. Pour un film Netflix, ça ne fait pas cheap, parce que je trouve que souvent les productions Netflix, hélas, en termes de montage, de lumière, ça fait toujours plus téléfilm que réellement film. Même Annihilation, que j'avais adoré de Alex Garland, je trouvais qu'il avait cet aspect un peu cheap, terminé à la va-vite, bon voilà. I Am Mother est vraiment plutôt soigné. S'il était sorti au cinéma, ça n'aurait pas détonné. Et même le film est assez minimaliste dans ses effets, il est assez minimaliste dans ses propos, il est dans un huis clos, il n'essaie pas d'avoir des tonnes de personnages, il n'essaie pas d'avoir des tonnes d'enjeux, et je trouve que cette simplicité le rend assez élégant, et ça fait que c'est un film qui est vraiment très agréable à suivre. Pour moi, je dirais que I Am Mother est vraiment du côté de ce qu'on pourrait appeler les bons classiques, c'est-à-dire que certes, il n'apporte rien de nouveau au genre, certes, il ne révolutionne rien, mais il se permet d'avoir de bonnes références, des bases solides, et d'avoir à côté de ça une simplicité et une élégance de mise en scène qui le rendent vraiment très agréable et plutôt du côté des bons films. Ce qui le rend aussi vraiment positif, c'est l'interprétation des 3 personnages féminins. Alors il n'y a que 3 femmes, déjà c'est très cool, le test de Bechdel va être content. Ce sont des personnages qui ont des personnalités qui sont assez différentes et qui ont tous des manières très logiques d'agir. On comprend vraiment pourquoi ils sont comme ça, on a accès à énormément d'intériorité, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de choses qui font qu'on crée une vraie empathie avec ces personnages. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans une ambiance de huis clos, si jamais tu t'attaches pas aux personnages, ça passe complètement à côté du propos du truc quoi. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est la doubleuse de Mother, parce que du coup Mother est un robot, et la doubleuse arrive à donner énormément d'émotions, énormément d'empathie à une boîte en fer qui est programmée avec des circuits électriques juste avec sa voix. Et je trouve ça toujours hyper intéressant comme les doubleurs arrivent à insuffler de la vie à quelque chose qui n'existerait pas sans eux, sans leur simple voix, et là waouh, le travail est vraiment exceptionnel et vraiment bien fait. Alors après, là je vais rentrer dans un truc qui est tout à fait personnel, ce qui m'a en fait le plus dérangé avec I Am Mother et qui fait que je reste finalement un petit peu mitigée sur le film, mais encore une fois c'est un critère tout à fait personnel, c'est qu'en fait, durant tout le film, j'étais pour la méchante. Parce que tout le film a tout un propos autour de la liberté de l'être humain, sur le fait de prendre soin de la planète, et alors je ne
ne vous dis pas précisément ce qu'il en découle et ce que le film dit, mais moi j'étais clairement en contradiction avec ce que le film semblait me pointer comme étant la bonne réponse et la bonne manière de penser. Mais ça c'est un critère qui est tout à fait personnel, tout à fait subjectif, je ne peux absolument pas l'imputer à la qualité du film, parce qu'après ce que le film veut faire, veut dire, veut créer, veut montrer, ben c'est vraiment très cohérent, c'est plutôt bien fait. C'est un film qui est soigné, qui n'a pas de problème de rythme, qui reste quand même intelligent dans ce qu'il dit, qui reste relativement profond parce qu'il se permet d'avoir des propos et des messages. En bref, si jamais vous êtes amateur de genre, je vous le conseille vraiment parce que vous allez passer un bon moment. C'est pas un film révolutionnaire, mais clairement ce qu'il fait, il le fait bien et ça c'est déjà beaucoup aujourd'hui. Alors je viens d'aller boire un verre d'eau et je me suis rendu compte que j'avais des grosses traces noires en dessous des yeux. Vous auriez pas pu me le dire, non, plutôt que de me laisser passer pour une conne comme ça face à la caméra. Un autre film que j'ai vu au cinéma ce mois-ci, il s'agit de Au nom de la Terre, de Édouard Bergeon, avec Guillaume Canet, Verle Baetens et Anthony Bajon. Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre la ferme familiale. 20 ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise petit à petit au travail. Au nom de la Terre, c'est un film qui, en termes cinématographiques purs, est relativement classique. C'est bien interprété, c'est bien monté, l'image est plutôt jolie, il n'y a pas spécialement de problème de rythme, mais ça s'arrête là, c'est pas un film qui est spécialement marquant. Ce qui le rend absolument unique et qui fait sa grande force, c'est qu'en fait, le réalisateur du film, à travers cette histoire, met en scène l'histoire vraie de son propre père. Je vous avoue que durant tout le film, j'ai eu un petit peu des soucis avec le personnage principal, donc le personnage de Pierre qui est interprété par Guillaume Canet, parce que je me disais mais c'est un mec qui prend que des mauvaises décisions, c'est un personnage qui est mal écrit, et puis en fait, à chaque fois que j'avais ce genre de réflexion qui venait, je me disais mais non Lola, n'oublie pas, ce sont de vraies décisions qui ont été prises par un être humain. Tu n'es pas en train de regarder un personnage écrit par quelqu'un, écrit par une personne extérieure, tu n'es pas en train de regarder de la fiction. Et je trouve que ça, cette authenticité, cette volonté de vouloir raconter des choses qui sont vraiment arrivées à quelqu'un, avec tout ce qu'un être humain comporte de défauts, de mauvaises prises de décision, etc., etc., ça recrée énormément d'empathie, énormément d'attachement, et ça fait que tout devient extrêmement logique. Guillaume Canet, j'ai un petit peu du mal avec lui, on va dire que c'est un acteur, une fois sur deux, je trouve qu'il est bon, une fois sur deux, je trouve qu'il est mauvais, je trouve que des fois, il a tendance à faire des trucs, genre rock'n'roll, qui sont une catastrophe totale. Dans ce film, je trouve qu'il a rarement été aussi bon, aussi juste, aussi humain. Franchement, il est au summum de la maturité et de l'interprétation en termes d'acteur. Là, il a vraiment atteint une sorte de sommet. À côté de ça, Verle Baetens est aussi excellente. Si vous vous rappelez, j'en avais parlé parce que je l'avais vu il y a pas très longtemps dans Duel, un film belge thriller un peu Hitchcockien qui était assez sympa. Je trouve que cette actrice est vraiment multifacette et plus je la vois dans des rôles, plus je la trouve intéressante. Elle est vraiment très versatile. Et là, dans le rôle de cette femme qui essaie à la fois de soutenir son mari et sa famille, qui essaie de continuer à bosser à côté, qui croule sous les dettes, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Je trouve qu'elle a vraiment les épaules et le charisme nécessaire à porter un rôle, voilà, où tout le film repose un petit peu sur ses épaules, et l'avenir de sa famille aussi. Le gros risque en ayant un réalisateur qui raconte l'histoire de son propre père, c'est de tomber dans une sorte d'hagiographie, avec quelque chose qui soit vraiment archi-laudatif, très iconisé, mais ce n'est pas le cas parce que je trouve que le réalisateur s'est mis à la juste distance nécessaire, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que du coup, à une échelle plus large, si on ne parle plus de sa petite histoire, mais si on parle plus de la grande histoire, si on s'intéresse au sujet et aux propos tenus autour de la condition paysanne, je trouve que ce film arrive vraiment à mettre en lumière le paradoxe qui est dans la condition paysanne, à savoir le fait qu'ils sont à la fois victimes mais aussi acteurs de leurs oppressions et de ce qui se passe actuellement. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une énorme crise de la paysannerie en ce moment en France, donc avec une pression de plus en plus grandissante pour un marché où il fallait que les prix soient de plus en plus bas, des exploitations de plus en plus grandes. Le film montre bien cette course toujours plus à l'exploitation de masse, à la transformation de l'agriculture et à comment on est arrivé à cette grosse crise qu'il y a aujourd'hui. Mais à côté de ça, je trouve que le film pointe aussi du doigt la responsabilité de certains agriculteurs qui justement étaient dans cette course au trot et qui n'ont pas pris le recul et la réflexion nécessaire justement sur ces grandes exploitations et sur ce changement autour de leur métier. Alors attention, hein, je suis absolument pas en train de dire qu'ils ont mérité ou qu'ils ont cherché leur sort, etc. N'importe quoi, mais je trouve que c'est intéressant de montrer cette espèce de paradoxe d'un monde qui va de plus en plus vite, des agriculteurs qui sont obligés de suivre, mais qui en même temps des fois sont quand même bien contents d'avoir des plus grosses machines, des plus grosses exploitations. Ils étaient complètement en fait dans un truc poudre aux yeux, c'est-à-dire en se disant ah bah si on produit plus, si c'est plus grand, si c'est plus,
forcément on va gagner plus de thunes à la fin, et en fait c'est pas comme ça que marche le capitalisme. Le film a eu un grand impact évidemment sur les consciences, ça a eu énormément de succès en termes de box-office, il y a beaucoup de gens qui du coup se sont intéressés à la cause paysanne à travers ce film. Exactement en fait comme Petit Paysan l'avait fait il y a 2 ans, sauf que Petit Paysan il était beaucoup plus intimiste, beaucoup plus voilà dans l'impact personnel que pouvaient avoir des décisions sur une exploitation. Il avait aussi un côté beaucoup plus cinématographique avec quelques scènes surréalistes par moments, un aspect beaucoup plus thriller. Personnellement j'ai adoré Petit Paysan, je trouve que c'est un magnifique petit bijou du cinéma français absolument incroyable avec Swan Arlo qui est magnifique. Peut-être que son aspect justement plus cinématographique et peut-être plus fictionnel aura moins eu d'impact sur l'esprit des gens que Au nom de la terre, qui revendique et qui assume le fait d'être tiré d'une histoire vraie et qui parle vraiment de la condition paysanne en se servant d'une petite histoire pour parler de cas généraux, et je pense que rien que dans l'impact qu'il a eu dans la vraie vie, je trouve que ce film est important et nécessaire, et en plus de ça, ça reste quand même un film qui reste agréable à suivre, qui reste cinématographique, donc voilà, Au nom de la terre, c'est un film je pense dont on se souviendra pour son impact, c'est un film qui est encore une fois d'utilité publique. Et décidément, j'ai vu beaucoup de films d'utilité publique, puisque le dernier que j'ai vu au cinéma est aussi un film que je considère ainsi, il s'agit de Hors Normes. Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, avec dans les rôles principaux Vincent Cassel, Reda Kateb et Hélène Vincent. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 2 associations respectives, ils forment des jeunes issus de quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Alors, en sortant de la séance, j'avoue que je me suis laissée, comme beaucoup de gens, parce que ce film a eu beaucoup de succès, je me suis laissée, on va dire, porter par le truc en me disant que c'était vraiment un bon film, que c'était un film qui était vraiment très intéressant. Comme je vous l'ai dit, un film d'utilité publique, et je continue à penser ça. Parce que c'est un film qui est tourné avec de vraies personnes atteintes de troubles autistiques sévères, et du coup je pense que c'est important à travers une forme pédagogique et facile comme le cinéma de montrer au grand public ce qu'est la réalité d'un autisme sévère. Parce que souvent quand on entend autisme, on va dire que les gens de manière générale pensent autisme Asperger. Or il y a énormément de types d'autisme différents. Je trouve que c'est bien que ce cinéma mette en lumière ces autismes-là avec des vraies personnes qui sont concernées et les mette au jour pour les personnes qui n'y connaissent rien. Maintenant je dois vous avouer que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, je suis moi-même atteinte d'autisme, je suis moi-même autiste Asperger, et du coup j'avoue que j'ai beau être concernée par les questions de l'autisme, je ne me suis jamais sentie concernée par tout ce qui est les centres pour personnes autistes, par tout ce qui était les soins qui étaient prodigués à ces personnes-là, tout simplement parce que moi je n'en ai pas eu besoin dans mon parcours. Et en fait, plus j'ai réfléchi au film Hors Normes, plus il y a des choses qui m'ont dérangée. Notamment le fait que, par exemple, on force constamment durant tout le film des personnes autistes à regarder d'autres personnes dans les yeux. On sait très bien que c'est très difficile pour les personnes autistes de regarder des personnes dans les yeux. J'ai été aussi étonnée du nombre de contacts physiques qui sont imposés à des enfants autistes, que ce soit faire la bise, serrer la main, que ce soit le fait de se prendre la main pour traverser la rue, ce genre de trucs. Les personnes autistes ont du mal avec le contact physique en général, et c'est des trucs qui sont vraiment très invasifs et qui peuvent être en fait des gestes hyper violents. Il y a aussi des utilisations du confinement, donc quand un enfant fait une crise, on le prend dans les bras comme ça, on le confine, on l'empêche de bouger, de respirer, et c'est pareil, c'est ultra violent. Ça revient finalement à faire une camisole avec les bras, quoi, une camisole physique. Finalement, plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression qu'en fait le film essayait de normaliser l'autisme. C'est-à-dire qu'on n'essayait pas de s'adapter aux besoins spécifiques de ces enfants, de ces personnes. Finalement, j'avais l'impression que les soignants essayaient de faire rentrer les autistes dans un moule plutôt que eux comprendre le moule dans lequel ils étaient. On sent que les réalisateurs ont voulu vraiment bien faire, qu'ils sont dans une démarche d'honnêteté intellectuelle que personnellement j'aime bien. Ils se sont renseignés auprès d'associations, ils ont coécrit le film avec, ils ont utilisé de vraies personnes autistes pour faire des acteurs et non pas des personnes qui se griment en autistes. Donc on sent que vraiment le film respire de bonnes intentions, etc. C'est pas trop imputable à eux, à mon avis, c'est plus imputable aux associations en soi qui, je pense, ont énormément d'années de retard sur la manière de percevoir, de soigner l'autisme, ou plutôt en tout cas sur la manière d'entourer les personnes autistes, parce qu'en fait ils utilisent des méthodes, des façons de faire qui me semblent extrêmement datées, qui ne me semblent pas forcément adaptées aux personnes autistes, et c'est très bien de montrer, je pense, les dérives institutionnelles et les limites institutionnelles, à savoir le fait qu'il n'y a pas assez de place en hôpital psychiatrique, qu'il n'y a pas assez de centres adaptés, pas assez de personnes formées, mais je ne sais pas déjà si montrer les centres pour personnes autistes comme étant quelque chose de mal, duquel il faut absolument sortir pour réintégrer une vie normale, entre guillemets,
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode et la bonne manière de faire, parce qu'en fait ces centres souvent sont bien adaptés aux personnes autistes. Certes il n'y en a pas assez, certes il n'y a pas assez de personnel, etc. Mais ça reste des solutions et des endroits qui essaient de faire un maximum d'efforts d'adaptation. À côté de ça, ériger en modèle parfait ces associations où les personnes sont formées un peu sur le tas, je sais pas si ériger ça sur un piédestal est vraiment une représentation idéale, et je sais pas si c'est la solution parfaite quoi. Et le problème c'est que le film prend vraiment parti en montrant d'un côté oh là là les institutions, les centres pour personnes autistes c'est pas bien, et d'un autre côté les associations qui essayent de les faire avoir l'air normaux avec des gens qui sont pas formés mais waouh c'est cool parce que c'est des gens qui ont des grands cœurs comme étant des trucs vraiment bien. Forcément je trouve ça un petit peu dérangeant avec le recul. Comme je vous l'ai dit, à mon avis ce film est vraiment très intéressant pour éveiller les consciences, mais s'il vous plaît, si jamais ce sujet vous a touché, si jamais ça vous a intéressé, allez plus loin. Ne vous contentez pas de ce qui est montré dans ce film, ne vous contentez pas des solutions qui sont proposées dans ce film, parce que c'est loin d'être une panacée, c'est loin d'être universellement parfait. S'il vous plaît, renseignez-vous sur le sujet, c'est important d'écouter des personnes qui sont concernées par ça. C'est important de vraiment se renseigner sur le sujet pour qu'on puisse changer de regard sur ce qu'est l'autisme, sur ce que sont les pathologies mentales de manière générale, parce que, hélas, ce film hors norme, je pense que sur la manière dont on les conçoit, à travers le regard porté sur cette association, il a encore énormément d'années de retard, et c'est un petit peu dommage. En barre d'infos, je vais d'ailleurs vous mettre des sources et des ressources qui sont simples, pédagogiques et nécessaires sur ces notions-là, parce que, voilà, pour moi, c'est important de faire la passation de parole à ce niveau-là. Après, en termes cinématographiques purs, bon, voilà, je trouve que la performance de Vincent Cassel et de Reda Kateb est irréprochable, et ils portent vraiment le film tous les deux. C'est une très belle histoire, il y a énormément de scènes qui sont très fortes. J'ai cependant pas été convaincue à fond par le ton du film qui est assez pathos et misérabiliste. J'aurais peut-être aimé que ce soit un peu plus léger et un peu moins dramatique, peut-être plus dans le genre de traitement qu'avaient fait Les Invisibles en janvier dernier, plutôt que là effectivement un traitement dramatique avec de la grande musique au piano un peu triste et des grandes envolées lyriques qui donne un côté larmoyant, un petit peu lourdingue à l'ensemble, c'est dommage. J'étais aussi un petit peu perdue par moments avec ce que le film essayait de nous dire, c'est-à-dire que par moments on est très focalisé sur la vie de Vincent Cassel qui est le personnage principal, on le voit même dans son intimité, on le voit avoir des rendez-vous amoureux, on essaie de montrer combien la vie de l'association impacte sa vie personnelle, et par d'autres moments j'avais au contraire l'impression que le personnage principal était l'association en elle-même. Ça m'a un petit peu dérangé que le film reste entre deux comme ça et ne choisisse pas vraiment son sujet, parce que lorsque le film s'est terminé, je suis restée un petit peu sur ma faim et j'avais l'impression que finalement il y avait plein d'histoires qui avaient été amorcées et qui n'avaient pas été terminées. En dehors de ça, j'ai quand même passé vraiment un bon moment devant Hors Norme. Je pense que ça reste un film qui est intéressant, qui est plaisant à suivre. C'est un film qui est vraiment très touchant et qui n'est pas moqueur. On va pas être dans un film qui est Freaks, vous savez, où on montre les personnages malades mentales comme étant des monstres de cirque, parce qu'hélas ce côté très démonstratif, très cirquesque, ça peut être une dérive dans laquelle peuvent tomber des films qui abordent ces sujets-là avec des personnages pareils. Là ce n'est absolument pas le cas, c'est au contraire un film qui est assez touchant. Quand on rit avec et on ne rit pas d'eux, mais qui est loin d'être parfait, et j'espère que ça va vraiment pousser des gens à réfléchir aux différentes notions qui sont exposées dans le film. Et si le film arrive déjà à ça, à avoir un impact dans la vraie vie, ce sera déjà tout gagné, et rien que pour ça, ce sera bien qu'il existe. On passe enfin au film que j'ai rattrapé durant ce mois d'octobre. Le premier film dont je vais vous parler est Cimetière, réalisé par Kevin Kolsch et Denise Widmeyer, avec dans les rôles principaux Jason Clarke, Amy Seymour et John Lithgow. Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs 2 jeunes enfants quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie familiale s'abat. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Judd Crandall, et sans le savoir, il vient de déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques. Bon, j'ai pris le résumé halluciné, je le trouve un peu pourri, mais vous avez compris l'idée, hein, de toute façon. Cimetière, c'est mon bouquin préféré de Stephen King, j'attendais donc avec impatience cette nouvelle adaptation, et hélas, c'est toujours pas une bonne adaptation de ce bouquin. Le gros souci, c'est que la peur dans Cimetière, le livre, elle est très intérieure. On parle énormément de changements qui sont très lents, c'est hyper difficile de rendre ces sensations-là à l'écran, et le film n'y y arrive pas du tout. Le gros souci aussi de Cimetière, c'est que c'est un film qui n'essaie pas de faire d'efforts pour créer une ambiance, c'est un film qui se repose sur les jumpscares, qui se repose sur des effets faciles, qui du coup non seulement va à l'encontre du bouquin, mais qui en plus crée un film qui en soi n'est vraiment pas très intéressant. Le gros souci dans Cimetière, c'est que j'avais l'impression de regarder un film des années 2000, c'est un film qui a 20 ans de retard sur la manière dont ça le raconte quoi. Vous savez, tous ces films où tous les codes sont tellement utilisés que ça en devient presque des clichés, avec la petite famille parfaite qui s'installe à la campagne, le voisin qui
est un petit peu bizarre et qui vient leur annoncer que s'ils restent ici, il va se passer quelque chose de mal. Les enfants qui commencent à agir de manière bizarre, qui n'aiment pas la maison, qui disent à leurs parents « Ah mais j'ai vu des trucs chelous ». Les parents qui commencent à s'inquiéter, alors le père il va faire des recherches dans la bibliothèque, dans les archives, il voit qu'il s'est déjà passé des trucs dans cette maison, mystère. Vraiment, on échappe à absolument aucun des clichés du genre. Je pense que l'intérêt que peut avoir ce film, c'est en termes d'histoire, parce qu'il est quand même relativement fidèle. Bon, ils ont ajouté un personnage qui est le personnage de la fille du couple. Normalement, le couple n'a qu'un seul enfant qui est le garçon, mais honnêtement, cet ajout n'est pas trop gênant. En dehors de ça, en termes de narration pure, c'est un film qui suit plutôt bien les péripéties du bouquin, et je pense que du coup, ça peut intéresser les personnes qui ne connaissent pas le livre, parce que ça reste une histoire qui est intéressante, en particulier sa fin qui est assez radicale et assez inattendue, et qui est restée telle quelle dans le film. Donc là-dessus, ok. Je pense que c'est à peu près le seul intérêt que va avoir ce film, parce qu'on a vraiment la sensation en le voyant que tout a été fait au minimum du minimum, qu'il y a eu une implication minimale de tous les acteurs autour de ce film. J'avoue que ça me met assez en colère et ça me fait vraiment chier de voir que ce bouquin n'a toujours pas d'adaptation qui soit à la hauteur du chef-d'œuvre qu'il est. Et en plus, à mon avis, c'est un livre qui coûterait pas très cher à adapter, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui est assez minimaliste. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un de compétent qui s'est toujours emparé de cette histoire, et pourquoi ça donne à chaque fois des films qui sont faits au rabais, parce que Cimetière, c'est un film d'horreur au rabais qui est absolument pas original, il se passe rien, c'est l'encéphalogramme plat total, et c'est un peu le gros souci, c'est-à-dire que c'est un film sur lequel j'ai pas grand chose à dire, parce que c'est même pas un assez mauvais film pour que j'ai des tonnes de choses à critiquer dessus. C'est un film qui, hélas, me laisse totalement indifférente. Et je trouve qu'il y a rien de pire que de produire une œuvre d'art qui ne provoque rien chez le spectateur. Parce que, à la limite, un mauvais film, ça va provoquer du rire, ça va provoquer de la colère, ça va provoquer de la frustration, mais au moins ça va provoquer quelque chose. Ici, c'est un film où il ne se passe rien. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'envie d'aller plus loin, il y a... Vraiment, c'est l'encéphalogramme plat, et je trouve que ça, c'est un échec artistique total. En parlant d'échec artistique total, on va en avoir droit à un autre, il s'agit du remake de Hellboy, réalisé par Neil Marshall, avec dans les rôles principaux David Harbour, Mila Jovovich et Ian McShane. Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon sorcier revenu d'entre les morts pour assouvir sa vengeance. Vous voyez là, la manière dont j'ai lu le synopsis, j'en fais des tonnes. C'est exactement ce que le film aurait dû faire et qu'il ne fait pas. Ce film n'en fait pas assez. C'est un film Hellboy, et c'est un film Hellboy où on s'emmerde. Normalement, justement, le but d'un film Hellboy, c'est d'être hyper jouissif, d'être hyper too much, et de frôler limite le nanar à certains moments, mais justement d'avoir cet aspect jusqu'au boutiste, hyper assumé, d'être kitsch, d'être à fond. Un film Hellboy, ça doit avoir de l'impact, ça doit être divertissant, ça doit être génial. Ce film ne l'est pas. Pour vous donner un exemple qui est pour moi significatif d'absolument tout l'échec du film, on a une scène où Hellboy est accompagné d'autres personnages et ils partent faire de la chasse à courre. Donc tout le monde est campé sur son petit cheval, un petit peu dans une attitude bourgeoise, et Hellboy arrive avec sa grosse moto qui fait vroom vroom, limite ça ferait des flammes dans la traînée derrière lui, vous voyez, un truc hyper kitsch, et il y a à ce moment-là du heavy metal qui commence à arriver. Donc là on se dit, putain ouais, cette scène va être jouissive, ça va être trop marrant, et c'est pas le cas en fait, parce que genre on voit 30 secondes Hellboy sur sa moto avec la musique en fond sonore, on a un petit décrescendo de la musique, et puis hop, ils arrivent à l'endroit où ils doivent chasser, il me semble que c'est des trolls, un truc comme ça, et il y a une scène de combat hyper lambda qui démarre. Et ça pour moi c'est symptomatique de l'échec du film qui en fait amorce de bonnes idées, qui amorce de bonnes choses, mais qui ne va jamais jusqu'au bout, et j'ai l'impression que le film n'assume pas d'être un film Hellboy. Il essaye d'être trop sérieux, d'être trop profond à certains moments, et en même temps complètement débile, kitsch, assumé, jouissif, bourrin d'un autre moment. Et le problème c'est que le mélange des deux ça ne fonctionne pas. En soi j'avais rien contre l'idée de faire un Hellboy sérieux, mais dans ce cas-là il fallait assumer à fond et faire le truc. Et si jamais tu voulais faire un truc sérieux avec des grands méchants, des grands enjeux, etc., fallait pas prendre Mila Jovovich comme personnage de la sorcière. Parce que Mila Jovovich, quand elle est de toute façon à l'affiche d'un film, c'est synonyme que ça va être un gros navet. De toute sa carrière, je ne suis pas persuadée qu'elle ait fait un seul bon film, et non, je ne compte pas Le Cinquième Élément comme un bon film, désolé. Du coup, la voir au casting, ça présageait forcément que ça allait être un mauvais film, et c'est le cas. Je veux dire, c'est une meuf qui en fait des caisses, elle surjoue, elle ne sait pas jouer de manière digne, solennelle, etc. Si tu voulais faire un méchant qu'on prenne au sérieux, fallait pas la prendre elle. Le film est toujours le cul entre deux chaises, il n'assume pas d'être un divertissement bourrin assumé, il n'assume pas d'être un film sérieux, vraiment il y a rien qui va en termes de ton, en termes d'adresse, on sait pas si c'est un film pour les enfants, si c'est un film pour les adultes. Il y a certaines scènes qui sont assez jusqu'au boutiste, des gore, il y a d'autres trucs, t'as l'impression de te retrouver face à un jeu vidéo avec des personnages qui disparaissent dans des paillettes. Vraiment il y a rien qui va, les effets spéciaux ont 15 ans de retard, c'est absolument dégueulasse. On voit des fonds
fonds verts avec des incrustations qui sont sales, et pourtant moi je suis quelqu'un qui a pas trop tendance à repérer les fonds verts, et là c'est pour que je les ai vus, c'est que vraiment ils soient crades. Le seul point positif que je trouve à ce Hellboy, il faut quand même le reconnaître, c'est l'interprétation de David Harbour, qui vraiment est à fond dans son rôle, est hyper impliqué, essaye vraiment de se donner au maximum. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour interpréter Hellboy, il le fait vraiment très bien, et c'est un petit peu dommage que ce film ait été un tel échec, parce que moi j'aurais bien aimé le voir interpréter à nouveau ce personnage à l'écran, parce qu'il m'a convaincu dans ce rôle. En dehors de ça, hélas, Hellboy c'est même pas un assez mauvais film pour être un nanar. Il n'a même pas ce côté jouissif, divertissant et drôle que possèdent les films ratés. Non franchement, que vous soyez fan de Hellboy ou pas, que vous vouliez juste un divertissement ou juste que vous vouliez voir un bon film, franchement passez votre chemin, je vois pas à qui peut convenir ce film. Je vois vraiment pas qui peut avoir passé un bon moment devant cette expérience qui n'a rien de jouissif, qui ne ressemble en rien à Hellboy, qui ne respecte pas l'esprit du personnage et qui est raté de bout en bout. Dans une toute autre ambiance, j'ai aussi rattrapé L'Adieu à la nuit de André Téchiné, avec Catherine Deneuve, Casey Motier-Klein et Oulaya Amamra. Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu'il lui a menti et se prépare à une toute autre vie, faire du djihad en Syrie. J'aime plutôt bien en général les films de Téchiné, je trouve que c'est des films qui sont toujours assez sensibles, assez minimalistes, tout en sentiments, qui sont assez beaux, assez contemplatifs. C'est un cinéma très sensible en fait, et hélas ici je n'ai pas vraiment retrouvé ce que j'aime dans le cinéma de Téchiné. Déjà je trouve que Catherine Deneuve n'a pas un jeu assez expressif pour incarner ce personnage de cette grand-mère qui s'inquiète pour son petit-fils, etc. Elle est trop, justement, elle est trop en retrait, elle est trop en dedans. Catherine Deneuve, on sait très bien comment elle joue, il a une apparence un petit peu monolithique, elle est très bonne pour des rôles justement qui demandent beaucoup d'introspection. Là c'était un rôle qui demandait un petit peu plus d'urgence, un petit peu plus de dynamisme, un petit peu plus d'émotion, ce qu'elle ne donne pas. Donc déjà je trouve qu'il y a une erreur de casting là-dessus, que Catherine Deneuve ne va pas du tout dans ce rôle-là. Je trouve que le personnage qui incarne le petit-fils est lui au contraire trop en force, trop caricatural, trop premier degré dans son interprétation. En fait dès l'instant où on le voit à l'écran, on sent qu'il y a un souci, on sent qu'il cache un truc, on sent qu'il est pas clair. Et c'est dommage parce qu'à côté de ça, la narration du film essaie au contraire d'être dans un crescendo, essaie de disséminer des indices. On a l'impression que André Téchiné, ils ne veulent pas qu'on sache tout de suite que il va partir en Syrie. Mais l'interprétation de Casey Motier-Klein à côté de ça, elle est trop justement, trop jusqu'au boutiste, elle est trop démonstrative. Il y a un espèce de décalage entre son jeu d'acteur qui en fait trop et l'histoire justement qui essaye de ne pas trop en dire et de ne pas trop nous en montrer. Donc un petit peu chelou à ce niveau-là. J'ai aussi eu la sensation quand le film s'est terminé qu'en fait il se terminait au moment où il aurait dû commencer. J'ai été un petit peu frustrée en fait durant tout le film parce que je trouve qu'il a tendance à passer à côté de son sujet. Il commence à aborder des choses mais ce n'est jamais en profondeur, et au moment où il pourrait justement commencer à parler de ce qu'est l'embrigadement pour aller en Syrie, de ce que ça fait de revenir en France après, de l'avant, du pendant et de l'après, avec tout ce que ça comporte de manipulation mentale, qui aurait pu donner un film vraiment très intéressant avec un cœur, un vrai propos, j'ai eu l'impression que André Téchiné est un petit peu passé à côté de ça et que du coup il a terminé son film au moment où ces sujets-là commençaient à surgir, donc là-dessus un petit peu de frustration. En termes de représentation aussi, j'ai pas pu m'empêcher d'être dérangée par certains trucs. J'ai eu l'impression que André Téchiné voulait parler avant tout de quelqu'un qui était perdu, qui se cherchait, du manque de repères dans le monde actuel, de comment des esprits faibles se faisaient manipuler, enrôler facilement, etc. Et qu'il a utilisé le djihad avant tout comme un prétexte pour raconter ça. En soi, j'ai pas tellement de soucis avec ça, le problème c'est que forcément si tu parles du djihadisme, tu vas parler de la religion musulmane, et j'ai eu l'impression qu'en fait André Téchiné ne savait pas trop comment se dépêtrer de ça, parce qu'il y a énormément de choses qui me semblent très maladroites dans la manière de représenter la religion musulmane. Pour faire simple, j'avais parfois l'impression que l'amalgame était fait entre religion musulmane et djihadisme, et moi ça me paraît très grave et assez critiquable en fait comme manière de représenter les choses. Je ne suis pas croyante moi-même et je ne suis pas concernée par la religion musulmane, donc j'aimerais bien, si jamais vous avez des témoignages de personnes qui ont vu ce film, ou bien des personnes qui ont eu des proches qui sont allés au djihad, j'aimerais bien avoir leur point de vue là-dessus, parce qu'il y a des choses qui m'ont semblé assez problématiques. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, il y a une scène qui me paraît super maladroite. En fait, il y a un montage parallèle entre d'un côté le petit-fils qui vit quelque chose et d'un côté sa grand-mère qui vit autre chose. Donc le petit-fils, il est à une réunion entre personnes musulmanes qui vont partir au djihad. Le montage est très brut, c'est très froid, les gens sont habillés tout en noir, l'ambiance est volontairement filmée comme étant grise, assez déshumanisée, ça donne vraiment pas envie d'y être.
être. Et à côté de ça, au même moment, on voit la grand-mère qui, elle, fait une fête, et c'est hyper joyeux, il y a de la musique, ils bouffent du sifflard, ils boivent du vin, et j'avais l'impression que du coup, le montage parallèle de ces deux moments-là, j'ai trouvé ça hyper maladroit, parce qu'en fait, en termes de représentation, il y avait vraiment une supériorité qui était montrée de l'un sur l'autre, et à ce moment-là, le film confondait vraiment pour moi de l'autre côté djihadisme et religion musulmane. Donc ouais, ça m'a paru hyper délicat et pas forcément très fin dans cette manière de le traiter. Finalement, ce que je regrette le plus, c'est que pour un film de Téchiné, je trouve que c'est un film qui raconte pas grand chose en fait. D'habitude, les films de Téchiné sont quand même vraiment très profonds, avec de très grands propos, ce sont des belles histoires. Là finalement, ça reste très plat, je vais pas dire que c'est chiant, hein, pas du tout, le film se suit plutôt bien, mais ouais, il se passe pas grand chose. Même en termes de mise en scène, Téchiné, il est capable de créer de très très belles images, avec des plans sur des paysages qui soient assez poétiques, assez oniriques, assez contemplatifs, ce genre de trucs, et là j'en ai pas vraiment retrouvé. Il y a un plan sur des oliviers au bout d'un moment avec des personnages qui sont perdus dedans durant la nuit qui est assez beau, et c'est le seul plan dont je me rappelle. Donc oui, finalement une petite déception pour ce film, surtout pour un film de André Téchiné, on était en droit de s'attendre à mieux. Et enfin, je termine sur le film Scary Stories de André Ofredal avec Zoé Margaret Collett, Michael Gara et Gabriel Rush. Dans un manoir abandonné, un groupe d'ados trouve un livre qui raconte des histoires terrifiantes. La lecture du livre permet à d'horribles créatures de prendre vie, chacune incarnant la plus grande peur de la personne traquée. Rien qu'à la lecture du synopsis, ça doit vous rappeler quelque chose. Ben oui, les chairs de poule. Si je devais définir la sensation que j'avais en lisant les chairs de poule quand j'étais gamine, ce serait vraiment très bien retranscrit par Scary Stories. On retrouve cette ambiance teen movie d'horreur avec des créatures qui sont étranges, issues des peurs de chacun, avec un groupe d'adolescents où chacun va venir incarner un archétype bien particulier, avec lequel on aura tout de suite une connexion, avec lequel on va tout de suite s'identifier, etc. C'est effectivement du chair de poule, mais ça reste quand même assez jusqu'au boutiste dans ce que ça montre. J'ai été assez étonnée notamment du design des monstres qui sont vraiment particulièrement effrayants, assez sales, même en termes de mort, de violence, de ce que ça montre pour un film qui est plutôt destiné à des ados, j'ai trouvé ça plutôt jusqu'au boutiste, assez intéressant. Et surtout c'est un film qui est vraiment soigné en termes visuels, la lumière est très très belle, les couleurs sont vraiment très propres. C'est un film que j'apprécie beaucoup contrairement à Cimetière qui usait de jumpscares. Au contraire, Scary Stories, il économise vraiment ses effets, il est assez minimaliste, il essaye plutôt de jouer sur une ambiance plutôt que sur des jumpscares et du frisson facile. En fait, je dois avouer que quand j'ai mis ce film, je m'attendais à un truc assez lambda et je voulais juste mettre un film pour passer le temps, et j'ai été plutôt agréablement surprise dans mes attentes, parce que c'est un film qui n'a pas de grandes prétentions mais qui reste quand même vraiment très soigné, très maîtrisé et dont le résultat est vraiment plaisant et très divertissant. Si je devais définir ce qu'est le film parfait pour Halloween à regarder entre potes, je dirais que c'est ce film. En plus de ça, j'ai été assez étonnée parce que le film se permet d'avoir des messages politiques qui sont assumés sur des trucs. Par exemple, il y a tout un propos autour de la guerre du Vietnam, parce que le film se passe dans le passé, et autour du fait qu'il y a un personnage qui a refusé de sa mobilisation, qui du coup a déserté. Il y a tout un truc comme ça autour de la peur créée par la guerre, autour de l'inutilité des conflits. J'ai trouvé ça assez intéressant que le film ne se contente pas en fait de raconter une histoire, mais essaye d'apporter quelque chose de plus, essaye d'apporter un point de vue sur le monde. Et je me suis dit que du coup c'était un film qui avait été fait avec de vraies bonnes intentions, avec de vraies réflexions, et ça se sent, parce que voilà, c'est un film qui est soigné, qui est maîtrisé. Alors attention, hein, c'est loin d'être un film parfait, si vous vous attendez à un chef-d'œuvre, ce n'est clairement pas ça, mais si jamais vous êtes gonflé par les productions d'horreur actuelles qui ne se basent que sur des jumpscares, je pense que Scary Stories pourra vous surprendre et vous faire passer un bon moment. En tout cas, moi ça a été le cas, et j'aimerais vraiment voir plus de productions comme ça, qui en fait sont soignées, maîtrisées, mais qui se permettent quand même de prendre un petit peu de risque. Et même si ce sont pas des films parfaits, ça suscite quand même la curiosité, et surtout ça donne envie d'y revenir. Voilà, j'espère que cette fois tout s'est enregistré et que j'aurai pas eu de problème de micro, parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de me retaper à nouveau 3 heures de tournage pour tout refaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, parce que j'y suis assez active et je réponds à vos commentaires. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si jamais mon travail vous plaît, parce que actuellement je ne suis absolument pas visible sur YouTube, la seule manière que j'ai de me faire connaître c'est vous qui partagez des vidéos. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!